Bonjour Sophie, c'est Rémi de l'école à la maison. Je réagis à nouveau parce que ce que vous me dites m'inspire quelque chose de nouveau dont je n'ai pas encore parlé sur le site. Vous dites quelque chose de très juste, qui est un prolongement et qui mériterait d'être repris à part entière. Alors ça, j'en parle de cela. Effectivement, le poids des responsabilités, ça peut abîmer un enfant, mais ce que vous ajoutez, c'est qu'en plus, ça ne l'a pas aidé à prendre confiance en elle. Et ça, je crois que c'est très très vrai. Non seulement une responsabilité trop élevée écrase l'enfant, mais en plus, ça va freiner sa confiance en elle. Et elle n'a pas eu à surmonter beaucoup de peur, car je n'ai fait que bien souvent suivre ses choix guidés par la crainte. Exactement. Et ça, c'est très très juste. C'est très juste. Voilà, il y a une image très forte. On pourrait penser à notre rapport à Dieu aussi. Je crois que là, bon, ça je vais en parler parce que ça me paraît vraiment très intéressant. Ça me fait cogiter, vous voyez, en même temps. Les choix guidés par la crainte, hein, ça c'est fort comme expression. Et forcément, dans la vie, on fait beaucoup de choses comme ça. Et du coup, on s'enfonce, on assume parce qu'on a fait ce choix. Et on ne fait que s'enfoncer. La crainte est vraiment, très souvent je rencontre cette peur dans les témoignages, et c'est l'adversaire, hein, c'est vraiment l'adversaire. C'est elle, cette peur-là, qui est à part entière un adversaire, qui nous fait faire tant de bêtises. Oui, bien sûr, et puis alors la discipline, voilà. Moi je ne connais pas de grand maître, quel qu'il soit, homme ou femme, qui ne se soit astreint justement à une grande discipline, un travail, une pratique. Tout passe par la pratique, le travail, la discipline, mais très souvent chez les maîtres, ils n'ont pas eu le sentiment de s'astreindre énormément, sauf au tout début, bien sûr. Au tout début, ils ont eu un maître assez sévère, mais ensuite, c'est devenu naturel. Ils ont pris tellement l'habitude de faire les choses comme ça qu'ils ne se posent même plus la question, ils le font avec plaisir parce que c'est leur truc, c'est leur métier. Ils font ça toute leur vie et pour eux, c'est pas du tout quelque chose qu'ils font sous contrainte. Et je crois que on passe en fait de la contrainte au plaisir par l'habitude. Le grand secret, c'est l'habitude, c'est la pratique. On n'aime rien faire au début en fait. On n'a pas envie de faire la vaisselle, on n'a pas envie de faire de gâteau, on n'a pas envie de faire de voile, pas forcément. On préférait ne rien faire et rester sur la plage peut-être à se dorer au soleil. On n'a pas tellement envie de faire des choses. Et puis en les faisant et en les refaisant, on finit par y prendre goût, on finit par prendre beaucoup plus d'assurance, on a plus d'habileté, on fait mieux les choses. Et à la fin, eh bien, on les fait sans le moindre sentiment de contrainte. Ça, je crois beaucoup. Finalement, si on considère les choses sur une longue période, on s'aperçoit que la période de maîtrise, c'est un peu comme amorcer le moteur, ou la pompe à eau, si vous voulez. C'est le truc de départ, on commence par une discipline, et ensuite, cette discipline devient tellement naturelle qu'elle n'est plus une souffrance. Elle existe, en fait, il faudrait dire que la discipline s'est assimilée automatiquement à une souffrance. Je me souviens d'avoir eu une émission de radio comme ça, et je parlais de cette discipline, et il y avait une fondatrice d'école en face de moi, d'école dite libre, qui tout de suite s'est sentie très choquée en disant la discipline, vous vous rendez compte, on n'en est plus là, etc. En fait, elle ne comprend pas, elle ne connaît pas le sens du mot discipline. Discipline, c'est l'activité du disciple. Et donc, il y a bien une transmission là. Mais bref, la transmission du disciple, c'est pas forcément... La transmission au disciple n'est pas forcément l'objet d'une souffrance. Donc ça l'est effectivement au début, parce qu'une discipline, il faut l'intégrer. Au début, c'est comme cette histoire de pompe amorçante, c'est une période un peu de crise, parce qu'il faut imposer des choses qui ne sont pas automatiques. Et puis ensuite, ça devient naturel. La pompe est amorcée, ça se fait naturellement. Il n'y a plus de souffrance, il y a même du plaisir d'ailleurs, il faut le dire. Parce que les vrais disciples dans les domaines qui les intéressent, c'est une extase qu'ils finissent par atteindre. C'est plus du tout de la souffrance. Donc c'est un renversement complètement de la situation. Il y a dans l'affaire de la discipline un retournement avec une apparence qui se change complètement à terme. Donc il y a quelque chose de caché dans la discipline. Au début, il y a cette apparence de c'est très difficile, c'est de la souffrance, et puis c'est plus notre époque, à quelque chose qui devient mais quelle extase, quel bonheur, je suis ravi d'exercer ma discipline. Si vous demandez à un violoniste de très, très haut niveau, mais il ne peut pas se passer de son violon, il va jouer dès qu'il pourra, parce que c'est un vrai plaisir. C'est pas seulement du plaisir jouissif, c'est pas seulement du plaisir des sens, ça dépasse largement ça, c'est le plaisir d'accomplir son propre être. Et ça, rien
ne peut l'équivaloir. Rien. Et donc c'est une discipline, mais c'est une discipline nouveau visage, quand on est entré dedans et qu'on sait ce que c'est. Or, de l'extérieur, on ne peut rien voir, on ne peut pas comprendre. On voit quelqu'un qui est heureux, et on sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne le ressent pas, on ne sait pas ce qui se passe. D'où l'incompréhension complète de notre société, qui est une société hédoniste, qui ne voit que le plaisir immédiat, qui est incapable d'entrer dans cette sorte de tunnel dont l'ouverture est étroite. Elle n'en est pas capable, elle n'en est plus capable. Là, ça peut évoquer des tas d'images, vous voyez, mais c'est aussi pourquoi cette société est complètement dévirilisée, c'est qu'il n'y a plus cette capacité à entrer dans les choses, à les prendre, à conquérir, à aller au-delà simplement de la simple apparence. On est aujourd'hui dans oh bah oui, bah ça n'a pas l'air de me faire plaisir, donc bah je le fais pas, puis c'est pas cool, puis c'est pas bien, puis on ajoute ensuite une dimension morale pour justifier qu'on le fait pas. C'est toute l'errance de notre société aujourd'hui. Il n'y a plus malgré tout ce qu'on peut raconter et l'avalanche de communication dans tous les sens, mais il n'y a absolument plus rien. Il n'y a pas de grands mouvements sociaux, il n'y a plus de grands mouvements artistiques, il n'y a plus de grandes conquêtes, il n'y a plus de grands événements, il n'y a que des catastrophes, une succession de choses subies. Et forcément, dès lors qu'on n'est plus l'acteur principal des choses et qu'on ne les prend pas en main, qu'on n'est pas oui, le héros de l'aventure, si je puis dire, c'est-à-dire celui qui fait, qui agit, qui transforme les éléments et les événements, et ben on subit. Donc on est une société qui subit, et jour après jour, on subit pour payer, ben on crée de l'impôt. C'est la seule solution qu'on ait trouvée. Et puis, il faut penser alors à cette histoire, quand vous dites ça, là, par exemple, tout le départ. Je réalise que j'ai finalement souvent attendu que ma fille me guide dans ce que je devais faire pour elle, plutôt que de la guider moi-même dans ses différents apprentissages. J'ai toujours été entre deux, une forte envie de plus de discipline, un élan semblable à celui des écoles démocratiques, une grande liberté d'action. Je n'arrivais pas à trouver d'équilibre entre les deux. Oui, voilà, mais c'est justement, il faut bien discerner. Alors nous parlons de l'erreur des écoles démocratiques, en quoi elles partent avec une bonne idée et en quoi elles se rétament complètement dans une erreur qui est celle très classiquement du libéralisme. C'est très très ancien et ça a toujours conduit au même résultat. Donc il faut reprendre les choses à la base. Il faut, oui, bien sûr, pour les tout petits enfants, beaucoup de liberté, ils en ont besoin. Il ne faut pas essayer de prendre en charge un tout petit enfant, pas trop du moins. Il y a quelques apprentissages qu'on lui apprend, mais il n'y a pas besoin de l'encadrer toute la journée. Et puis, petit à petit, en augmentant dans les capacités et en grandissant avec l'âge, petit à petit, on amène de plus en plus de maîtrise dans la journée, tout en préservant des espaces de liberté absolue. C'est-à-dire qu'on va donner, par exemple, on peut se donner une échelle correspondant à une journée sur 7, par exemple, est une journée de grande liberté. Et c'est pour ça qu'on avait cette semaine qui nous a été donnée dès le départ, de 7 jours, dont un jour de liberté totale, qui est consacré à Dieu dans les textes anciens. Mais qu'est-ce que c'est que Dieu, y compris pour ceux qui ne le croient pas? Eh bien, c'est le dépassement de soi-même, c'est ce qui est au-delà de notre quotidien, c'est ce que nous pouvons faire de mieux en dehors des pratiques qui nous aident à vivre, à survivre et à affronter le monde, ce bas monde. La sublimation de l'individu, c'est le dimanche. C'est là qu'on fait autre chose que simplement le travail du quotidien. Alors ça, c'est un sujet, évidemment, je trouve très très intéressant. Au passage, je signale une chose que je dis sur un autre blog, qui est Je crée mon blog pro. Je signale que chez Google, la majeure partie du bénéfice vient d'une journée de liberté laissée aux employés. Alors, ce n'est pas une journée de liberté consacrée à ne rien faire et aller se mettre sur un transat sur le toit de l'immeuble, mais c'est une journée où ils développent le produit qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent dans le cadre de leur métier. Donc, c'est une semi-liberté, ce n'est pas tout à fait la liberté totale, mais c'est tout de même une liberté parce qu'ils sont dans le cadre d'une activité qu'ils aiment, c'est ce qu'ils aiment faire et ils ne feraient probablement pas autre chose. Donc plus de la moitié du bénéfice de Google se fait grâce à une journée où les employés font ce qu'ils veulent dans le cadre de leur passion. Et puis quand vous dites, derrière tout ça, d'ailleurs vous le dites là, j'aime la discipline qui permet d'atteindre la maîtrise, eh bien je cite souvent le cas du boxeur. Le boxeur, il a un ring et quelques règles, pas beaucoup, très très peu, hein, c'est un art pratique, enfin c'est un art. Je ne sais pas si c'est un art, mais en tout cas c'est une pratique pratiquement primitive. On ne doit pas taper en dessous de la ceinture, on ne tape pas quand l'adversaire est au sol,
Et puis il y a un ring, il ne faut pas en sortir. Ouais, c'est vraiment extrêmement... c'est assez minable comme règle. Bon. Et à l'intérieur de ces règles, qui sont absolument intangibles, il fait tout ce qu'il veut. Il peut faire n'importe quoi. Il peut courir sur le côté, en arrière, il peut faire une cabriole s'il veut. On s'en fiche, c'est pas le problème. Il a le droit de le faire. Il a toute la créativité qu'il veut, mais à l'intérieur de ces règles. De même, un comédien, il est un personnage, il va jouer, je sais pas moi, il va jouer Edison. Eh bien, il fait tout ce qu'il veut dans le cadre de son personnage d'Edison. Mais il faut que ce soit Edison et uniquement Edison. Et il n'a pas à inventer des choses qu'Edison n'a jamais faites. C'est son caractère qu'il faut respecter. Ce sont les circonstances qu'il faut respecter. Après, il interprète avec toute la liberté qu'il veut. Le comédien a une liberté entière dans le cadre des règles qu'il a. Mais toute la vie, en fait, est comme ça. On ne fait de grandes et belles choses que dès lors qu'on a intégré quelles étaient les vraies règles. Parce qu'en fait, ce sont les règles qui vont nous aider, qui vont nous pousser. Si Edison aimait l'électricité, était passionné par ça, eh bien l'acteur va être obligé de s'intéresser à l'électricité, il va découvrir des choses, et donc il va se développer grâce à des règles qui lui sont imposées. Et ça, c'est le grand secret d'une vie. On croit, dans les écoles démocratiques, qu'il faut supprimer les règles. Du coup, l'enfant est livré à lui-même, mais je vous assure qu'un être livré à lui-même ne va nulle part. Nulle part. Il ne va loin que dès lors que vous lui donnez des éléments, et en particulier des règles qui lui permettent de voir comment il peut vaincre ces règles précisément, comment est-ce qu'il peut être plus fort. Alors à ce moment-là, on me dira, oui, mais il y a quand même le cas des gens qui se sont retrouvés tout seuls sur une île déserte, et puis ils ont fait des choses fantastiques. Oui, mais précisément parce que les règles qui leur étaient imposées, étaient des règles non dites. C'est que tu es sur une île déserte, tu ne peux pas t'en échapper, il faut que tu trouves les moyens de ta survie. Et c'est pour ça que ces choses leur ayant été imposées, ils ont pu découvrir des choses. Ce qu'ils n'auraient jamais découvert dans leur banlieue de Liverpool, ou en allant au travail le matin sur le périphérique. Donc c'est bien, il y a bien des règles qui ne sont pas forcément des règles énoncées et dites, mais ce sont des règles qui s'imposent d'elles-mêmes et qui amènent l'individu à un dépassement. Au karaté aussi, on a des tas de règles, c'est évident, beaucoup plus élaborées qu'à la boxe. C'est très 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 savant. Eh bien, on essaye d'aller au-delà des règles sans les enfreindre. Et là, on atteint à des niveaux qui sont pas seulement celui de l'artisan qui pratique, mais celui de ce qu'on appelle l'artiste en général, ou celui du maître qui essaie de faire en sorte que la règle ne soit plus une contrainte, mais soit un support, une aide. Et à ce stade, évidemment, la plupart du temps, il faut bien mieux rester un artisan que de prétendre à être un maître. C'est toute l'histoire de l'apprenti sorcier. Certains croient pouvoir devenir des maîtres et produisent des catastrophes, parce qu'ils connaissent des secrets, et qui sont beaucoup plus dangereux connaissant ces secrets que s'ils ne les connaissaient pas. C'est pour ça qu'un très bon artisan, 9 fois sur 10, sera toujours meilleur qu'un prétendu maître. Après, c'est l'histoire de l'imposture érigée au rang d'institution dans certaines sociétés, spécialement dans la société occidentale. Il y a au sommet des gens qui soi-disant maîtrisent, des spécialistes, des experts qui sont absolument nullissimes et qui seraient moins bons qu'un simple artisan. Si vous mettez un boulanger aux finances de la France, un simple boulanger quel qu'il soit, qui a au moins 3 ans d'activité, il sera un meilleur ministre du budget que le ministre du budget qu'on a depuis 40 ans, au moins. Pourquoi ? Parce qu'il saura, avec un peu de bon sens, faire des choses qui sont d'une simplicité extrême. Moi, bien sûr, je l'ai vu de très très près, je sais ce que c'est que le ministère des Finances. C'est l'absolue nullité, avec la conviction, la persuasion qu'ils sont des experts, ils sont des grands maîtres de la question. Ils ne connaissent rien, parce qu'ils oublient les choses les plus simples. Les plus simples sont, dès le départ, évacuées comme étant des choses à proscrire et sans intérêt. Ils ne s'intéressent qu'à des choses qui sont hyper compliquées, mais ils ont oublié l'essentiel. Ils ont totalement fait table rase de l'essentiel. C'est mal vu, il ne faut même plus en parler, on ne doit plus compter comme ça, on ne doit plus prendre en compte ces critères qui sont des critères de base et que tout maître et que tout artisan n'oublie jamais. Maître véritable. D'ailleurs, un maître véritable n'a jamais renié les règles de base. Ça, on pourra retrouver là l'opposition entre Nouveau Testament et Ancien Testament. Il ne s'agit pas de nier ce qui précède. C'est ce que font les énarques, ils nient ce qui précède. Ils sont dans la nouveauté, soi-disant. Et c'est ce qui ne se fait jamais dans la véritable histoire des hommes, l'histoire authentique. On ne nie jamais ce qui précède. Les règles ne sont jamais niées, mais elles sont transcendées. On va vers une amélioration sur la base des règles de base, tout simplement. Pour ça, c'est un sujet très, très intéressant. Et c'est ce qui permet de faire de nous des êtres un petit peu supérieurs au monde animal.
J'avais tellement peur de décevoir ma fille et de lui faire du tort. Bien entendu, tout ceci réveille des blessures d'enfance non guéries. Oui, là, il y a encore cette peur, vous voyez, j'ai peur de décevoir. Et donc, cette peur ne peut être qu'un mauvais guide. Vous voyez, ça aussi, ça m'inspire une autre réflexion. En fait, on peut vivre n'importe quoi avec un enfant, pratiquement tout, et qu'il le vive bien. Et je pense en particulier à ce film merveilleux qui est un très très bon support pédagogique qui s'appelait La Vita è Bella, qui est l'histoire de ce père qui est conduit dans les camps pendant la guerre avec son enfant, son fils. Et pendant toute la guerre, son fils va s'amuser énormément parce que son père lui dit c'est un concours, il y a deux équipes et puis il y a l'équipe des prisonniers et puis l'équipe des gardiens et en fait il te fait passer toute l'affaire pour un jeu. Et ce garçon a raconté sa vie, dans ses mémoires, il raconte qu'en aucun cas pour lui les camps ont été des camps affreux, des camps de la mort. C'est le meilleur souvenir de sa vie parce qu'il a vécu ça avec beaucoup d'amusement. Et c'est beaucoup plus tard qu'il a découvert qu'en fait les camps étaient terribles. Mais ça c'est génial, c'est fantastique. Vous pouvez même arriver à faire en sorte qu'un enfant souffre dans ses apprentissages, dans ses performances, dans son challenge. Parfois c'est pas facile, alors il ne faut pas commencer dès le départ avec ça, mais quand vous arrivez à un très bon niveau, c'est pas facile de mémoriser un texte, une grande poésie, c'est pas facile parfois de faire des calculs mentaux, bon. Mais cette souffrance entre guillemets pousse les neurones plus loin, pousse les synapses, ça développe l'activité cérébrale, et donc ça amène l'enfant à des niveaux bien supérieurs. Il n'y a pas d'ailleurs de situation de maîtrise non plus sans des pratiques qui soient parfois douloureuses. Alors, c'est pas une chose qu'il faut aller dire tout de suite, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que tous les gens des écoles démocratiques, etc., vont se jeter sur nous en disant oui, vous parlez de souffrance, vous voyez que l'enfant souffre, c'est atroce. Bon, ils ne comprennent rien, évidemment, le discours. Pour eux, c'est totalement inaudible. Mais on sait très très bien que des grandes maîtrises, des situations de reconnaissance universelle, sont toujours passées par des moments de grande difficulté, que ce soit Léonard de Vinci, que ce soit Raphaël, que ce soit Aristote, que ce soit, je ne sais pas, n'importe quel grand esprit de l'histoire de l'humanité que vous prendrez, ou grand artiste, ce que vous voulez, ce sont des gens qui sont passés nécessairement par des affres, puisqu'ils ne sont arrivés à ce niveau d'éloquence ou de maîtrise que parce que précisément ils ont passé ces obstacles, ces épreuves qui étaient très très bien racontées dans le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on raconte souvent dans les aventures des personnages, on arrive devant un gouffre gardé par un dragon et il faut arriver à franchir ce gouffre. Bon, tout ça, c'est bien sûr des symboliques. Ce risque de se perdre et puis ce combat nécessaire contre soi-même, contre le dragon, c'est-à-dire la partie la plus obscure de soi-même, le démon aussi. Et ce combat entraîne bien sûr des souffrances momentanées. Le chevalier est blessé, il est coupé au bras, bon, etc. Mais heureusement, il va trouver une aide qui va l'aider, qui va le soigner, etc. Bon. Tout ça, c'est extrêmement évocateur et c'est à transposer dans notre vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quel est le sens? Bon, eh bien, moi je ne crois pas, et je mets au défi quiconque de nous présenter quelqu'un qui soit d'une très très grande maîtrise et qui n'en soit pas passé à un moment donné par une souffrance, par un effort suffisamment dur et pratiquement douloureux jusqu'à physiquement, psychologiquement. Quand on faisait du karaté, bon, j'en fais toujours, mais dans mon jeune temps, j'ai des souvenirs extraordinaires d'un moment où on a beaucoup souffert. Hein. Certains pleuraient. Hein. Et je la raconte d'ailleurs dans l'accompagnement, je raconte des moments où on a souffert physiquement, parce qu'à l'époque, les profs, c'était pas la Fédération nationale du karaté qui était aux petits soins, surtout, faut pas brusquer ses petits-enfants. Bon, aujourd'hui, ça a complètement changé. Maintenant, c'est du sport, c'est du loisir, mais à l'époque, on avait des profs qui avaient une grande rigueur, qui venaient du monde japonais, et donc il y avait effectivement des souffrances. Mais aussi, à la suite de ça, qu'est-ce qu'on était heureux, enfin, on était très très heureux en groupe, on se félicitait les uns les autres, on se congratulait d'avoir vécu ça, et on savait qu'on était passé dans un autre domaine, on n'était plus des petits garçons, on était devenus des vrais garçons qui se tenaient debout et qui étaient capables d'affronter des choses qui parfois pendant une heure, on était obligé de rester dans une position pendant une heure sans bouger. Je vous assure que c'est extrêmement douloureux. Hein. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de lui faire vivre des moments difficiles, disons. Hein, on va pas non plus dire il ne faut pas avoir peur de faire souffrir votre fille, on ne peut pas dire ça non plus, mais lui faire vivre des moments difficiles. Et c'est cela qui évitera, si c'est bien conduit, bien sûr, si c'est bien amené, si c'est vers un but louable, de la décevoir et de lui faire du tort.
Le meilleur moyen de faire du tort, c'est d'avoir peur et de ne rien faire. Avoir peur, parce que ça c'est sûr que si un enfant qui vit dans la peur, il va se planter tout le temps. Et ne rien faire, ça c'est sûr, parce que c'est l'impasse absolue, on est certain qu'on connaît le résultat d'avance. C'est ce que font très largement les écoles démocratiques, elles ne font rien, elles laissent l'enfant faire. Et on sait très bien à quoi ça conduit, parce qu'on a des tas d'exemples d'enfants qui ont 17-18 ans aujourd'hui, qui sont passés par ces écoles, et qui malheureusement, ils ont plus ou moins une créativité hyper développée, parce qu'effectivement on les a laissés faire tout et n'importe quoi, ils sont beaucoup ennuyés, et donc ils ont développé une espèce de faculté de toucher à tout, mais c'est très pusillanime. Il n'y a aucun dépassement, aucune envie de dépassement. Ils zappent énormément. Dès qu'une chose les agace, les ennuie, ils passent à autre chose parce qu'ils n'ont pas été amenés à des maîtrises. Ils survolent un peu tout. Et c'est très 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 dommage parce que là-dedans, évidemment, il y a des enfants qui pourraient très très bien réussir. Alors je ne dis pas que c'est systématique puisqu'il y a des enfants effectivement qui marchent bien dans ces écoles, mais si on regarde bien, si on gratte un peu les choses, on s'aperçoit qu'en fait ces enfants ont été en fait beaucoup plus aidés qu'on ne le prétend. Il y a eu quelqu'un pour les guider, pour les conduire vers des apprentissages. Et donc ce n'est pas tout à fait ce que raconte l'école, ce n'est pas un enfant sans règles et sans guide, etc. Il a été bel et bien guidé et il y a eu des règles. Simplement, elles ne sont pas affichées a priori. Donc ces enfants qui peuvent réussir, eh bien on les a aidés et c'est cela qu'on présente. J'en vois plusieurs, d'ailleurs j'ai mis une vidéo sur le site d'un garçon qui raconte son expérience d'école alternative. Mais en fait, c'est un garçon qui a été énormément pris en main. Donc en fait, on fait la même chose, sauf que le décor n'est pas le même, mais c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on faisait autrefois dans les très bonnes écoles et qui marche. C'est aider l'enfant, le guider. Mais en dehors de ces cas, la plupart des enfants de ces écoles ne trouvent pas leur chemin. Ils n'y arrivent pas. Donc, c'est des enfants qui ne trouvent pas de parcours, qui ne trouvent pas leur vocation. Alors ça, on pourrait ensuite enchaîner sur la question de la vocation. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une vocation? Une vocation, c'est quelque chose qu'on est allé chercher. Et qu'on est allé chercher non pas en tant que touriste, mais en tant que vrai personnage en quête. Quelle est ma vocation vraiment? Eh bien ça, on le sait au bout d'un certain temps, après avoir beaucoup cherché. Et c'est non seulement l'ensemble des choses que j'aime faire vraiment, et parmi ces choses-là, il y a des choses que je ne sais même pas que j'aimerais les faire dans la vie, donc il faut continuer à les chercher. Mais c'est aussi des choses à travers lesquelles je suis passé victorieusement, je ne me suis pas cassé la figure, c'est des choses que je sais faire parce que j'ai été éprouvé pour les faire. Et ça c'est vrai pour tous les êtres humains de la Terre. Et tant qu'on n'a pas été cherché, on ne sait pas quelle est sa propre vocation. Et je pense d'ailleurs dans ce que vous dites, que de votre côté, Sophie, cette vocation n'a pas encore été trouvée. Puisque vous êtes encore dans la crainte de mal faire les choses. Vous ne savez pas en fait très très bien ce que vous devez faire dans votre vie. Et alors ça c'est super parce que ça vous donne l'occasion de partir en quête de votre propre vocation. Et l'école à la maison, ça va être un booster fantastique parce que vous allez voir que vous allez très très vite trouver vos propres limites. Votre enfant va être pour vous le pire scénario imaginable parce que l'enfant, il n'y a rien de pire, c'est notre alter ego qui nous met devant nos faiblesses bien mieux que tout le reste, bien mieux qu'un tour du monde. C'est extraordinaire pour ça, l'école à la maison. C'est le meilleur stage qu'on puisse faire. Ça, j'en parle pas mal, vous allez voir. L'enfant est le reflet de son parent, en partie. Et le parent est le reflet de lui-même par le fait de l'enfant, dans ce miroir qu'est l'enfant. Vous allez vous voir très très vite au bout de vos possibilités. Et donc il va falloir développer, travailler, développer, et vous allez développer, être beaucoup plus forte. Et puis au bout de quelques mois, vous verrez que ça ira beaucoup mieux, parce que vous serez là où vous n'êtes pas très forte, donc vous éviterez de tomber dans ces pièges-là, et vous allez développer des facultés qui vous permettront de dominer la situation et d'aller en avant vers votre réussite personnelle. Et vous prendrez l'image d'ailleurs du vélo. Le vélo, il se casse la figure quand il s'arrête. C'est pour ça qu'il faut avancer, il faut créer, il faut s'activer. C'est en s'activant qu'il y a des solutions. Et vous verrez dans la vie, quand il y a avec des personnes où vous êtes en situation où la conversation s'essouffle, on arrive un petit peu au bout, on s'ennuie, eh bien la meilleure issue, c'est de proposer de faire quelque chose. C'est un excellent ressort, parce que faire quelque chose permet de sortir de l'inaction. Inaction, ça nous fait penser à oisiveté, et autrefois on disait l'oisiveté est mère de tous les vices, et on avait raison. Ne rien faire, l'oisiveté en général, c'est ne rien faire. Parler, c'est la mère de tous les vices. Et notre société occidentale est le fruit et la fille de cette oisiveté
et de tous ses vices, puisqu'elle a mis à la tête de ces gouvernements des gens qui sont des parleurs, qui n'ont jamais travaillé de leurs mains. Les gens qui sortent de l'ENA, les gens qui sortent du monde du journalisme, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé. Les journalistes, ce sont des gens qui ont passé leur vie à parler des autres. Ils parlent. Et donc, ils n'ont rien fait de leur vie. Ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Et c'est ces gens-là qui contrôlent la société. Ce sont des oisifs, ce sont des inactifs. Et donc, leurs raisonnements sont faux. Tout est faux dans leur tête parce qu'ils n'ont jamais éprouvé les choses. C'est du baratin ce qu'ils racontent. Ça n'est jamais une chose éprouvée. On peut demander à un journaliste, moi ça m'est arrivé de le faire, je vous dis telle ou telle chose, mais est-ce que vous l'avez éprouvé dans votre vie? Est-ce que vous avez éprouvé dans la réalité des choses ce que vous dites? Eh bien, non, en aucun cas. Ça n'aurait jamais arrivé. Ce sont des bavards professionnels. Ils le disent. Vous savez, c'est pas mon travail, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'informer. Mais informer, ça ne veut rien dire. Informer, c'est parler, c'est bavarder, c'est passer sa vie à parler des autres. Et l'ENA, c'est pareil. Les gens qui ont fait toutes ces hautes études, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais été confrontés aux réalités naturelles, sont incapables d'avoir des solutions. C'est évident. Ils sont même aveuglés dès le départ. Ils ne peuvent pas voir la vérité parce que les choses sont ainsi faites. Dieu a fait les choses comme ça, que la vérité ne se révèle qu'aux gens de pratique et de maîtrise. Et le monde ne devrait être gouverné que par des gens qui sont passés par les métiers, par les pratiques, par des maîtrises, et non pas et jamais par des gens qui sont uniquement dans la parole. Et la parole, d'ailleurs, j'ajoute, la parole ne devrait être que sacrée. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les sociétés anciennes, les prêtres n'étaient pas au gouvernement, ils étaient dans la parole sacrée, qui est extrêmement importante bien sûr, mais cette parole n'était pas au gouvernement. On a toujours distingué la caste des guerriers, la caste des prêtres et la caste des producteurs marchands. Les guerriers gouvernaient, parce qu'eux ils étaient dans l'action, ils étaient guidés par une parole qui était juste parce qu'elle était sacrée, et ils étaient soutenus, aidés par un peuple. Le peuple était guidé, il produisait, il était protégé, et il était guidé aussi par la parole. Et le prêtre, lui, avait un intérêt essentiel qui était celui de la population, dont la survie était la première des choses. C'est l'incarnation, c'est la manifestation de Dieu. Donc il s'agit de protéger le peuple et de lui donner, de le guider, de lui donner le sens des choses, et conseiller le gouvernant qui risque à chaque instant la catastrophe. Bon voilà, ça sont des sujets très très vastes et très intéressants. Bon voilà Sophie, à très bientôt. Merci en tout cas pour cet apport et je pense que je vais faire quelque chose prochainement à ce sujet. Voilà, au revoir.